Bonjour à tous. Merci à Moussine Bakali et toute la clinique de la Vision de Rabat de m'avoir invité à ce 10e congrès de la Vision. Certes, en distanciel et non pas en présentiel, j'aurais été ravi d'être avec vous à Rabat aujourd'hui, mais c'est de Paris que je vais vous faire une conférence sur l'imagerie rétinienne et en particulier sur les actualités de l'ophtalmologie autour de l'imagerie rétinienne en 2020. En 2020, l'imagerie rétinienne s'articule beaucoup autour des diagnostics des pathologies rétiniennes complètes et elles intègrent, comme vous le savez, l'examen du fond d'œil complet de nos patients qui est incontournable avec une rétinographie, qu'elle soit de petit champ ou de grand champ. L'OCT qui est en numéro 2 et qui est passé devant la position de l'angiographie à fluorescine, qui a un peu décliné mais qui a encore un intérêt dans certaines indications de maladies, en particulier périphériques, qu'elle soit à la fluorescine ou l'ICG, elle est encore dans de nombreux paramètres d'examen complémentaires qu'on décline pour les diagnostics initiaux des maladies rétiniennes. Et enfin, l'OCT-A, l'OCT angio, l'OCT C-scan, qui depuis 2015 secoue beaucoup notre arbre décisionnel, notre prise en charge et est devenu de plus en plus incontournable. Et c'est au cours de cette combinaison d'examens complémentaires que s'articule ce dossier d'imagerie rétinienne. Vous voyez par exemple comme quoi la multimodalité est synonyme d'imagerie, comme quoi par exemple cet bel outil qui est le Spectralis permet de faire aussi bien des rétinophotos du pôle postérieur et des angiographies, des OCT ou des OCT angiographie, et finalement sur une même machine, sur une même plateforme, faire un diagnostic complet et précis d'une maladie. Faire un diagnostic précis et complet d'une même maladie, c'est aussi savoir faire des diagnostics différentiels. Et j'aime bien commencer par ce type de différenciation dans l'imagerie multimodale de diagnostics qui semblent tous proches, mais qui sont finalement tous différents. On a tous eu des cas d'hémorragie maculaire au fond d'œil. Une hémorragie maculaire est assez proche d'une autre hémorragie maculaire, et finalement, une photo du fond d'œil, une rétinographie du fond d'œil ne suffit pas. Et c'est la combinaison d'autres examens complémentaires, en particulier les clichés monochromatiques, qui sont les couleurs infrarouges, bleues, autofluorescence, qui construit lentement le diagnostic chez ces patients 6 hémorragies avec une image en red free qui est totalement différente, puisque dans certains cas, il y a juste un effet de masquage de lit choroïdien strictement normal sans autofluorescence, alors que d'autres, on voit apparaître des zones de choroïdose, peut-être myopie, des zones où avec l'hémorragie, on a une forme un peu différente, des zones où on a des signes d'autofluorescence avec une lésion de plus grande taille, en fait une apparition totalement différente. Et c'est en construisant l'OCT que petit à petit, on voit que les hémorragies sont toutes différentes en B-scan, qu'elles soient intrarétiniennes, rétrohyéloïdiennes, intrarétiniennes externes ou dans un décollement d'épithélium pigmentaire ou encore rétrohyéloïdienne très antérieure sans DPV complet, où là encore une forme particulière, on a une disrupture. Petit à petit, on arrive à faire une angiographie à la fluorescéine, qui est combinée elle-même à l'OCT angiographie. Et là, on a 6 images totalement différentes qui, combinées à l'angiographie, à votre examen du fond d'œil, permet de faire 6 diagnostics différentiels. Et la question se posait pour ces cas-là, multimodalité imagerie. Dans ces cas-là, il y a 6 diagnostics. J'ai l'habitude de demander aux, aux internes ou aux chefs de clinique de l'hôpital où est la DMLA. Et dans ces cas, il faut faire la différence entre une DMLA qui était située ici, un Valsalva, une rétinopathie par hyperpression à glotte fermée, des vaisseaux du myope, des vasculopathies polypoïdales avec un branching vascular network, des MACTEL, télangiectasie de type 2, ou encore un macroanévrisme qui avait donné une hémorragie rétro-hyéloïdienne. Vous voyez, ces 6 cas différents nous orientent bien sur l'indispensabilité de cette combinaison d'examens. L'OCT en géographie permet des diagnostics plus précis dans la multimodalité. Par exemple, ce jeune patient de 39 ans qui avait une baisse d'acuité visuelle depuis 2 mois, documenté comme une forme de CRSC chronique, avec sa flaque de décamence rétinien et sa fuite, avec une épithélite assez diffuse. L'OCT BSCAN avait montré une pachychoroïdopathie, des vaisseaux dilatés de grande taille, un décamence rétinien. Et dans ce cas-là, on avait considéré que cette CRSC suffisait d'un traitement par INSPRA, qui était assez à la mode encore il y a quelques temps, qui est moins maintenant, et avec un contrôle à 1 mois. Ce contrôle à 1 mois n'avait pas montré d'amélioration. Et c'est en regardant en détail
des épithéliums pigmentaires qu'on avait constaté qu'elles se dupliquaient par rapport à la membrane de Bruch. Et ce petit soulèvement avait suspecté une complication. En OCT-angiographie, on avait retrouvé un hyperflux qui apparaît jaune sur certains appareils, sans les nommer. Et ceci a permis de construire un vrai réseau néovasculaire. On s'est retrouvé en face d'une CRSC simple, qui était une CRSC compliquée d'un vaisseau. Et donc, correction diagnostique, correction de traitement, un patient traité par anti-VEGF, bien évidemment, et qui a évolué lentement, mais favorablement, avec une régression progressive dans son phénomène inflammatoire et exudatif. Dans l'OCT-angiographie, on peut corriger le diagnostic, mais également permettre des surveillances de patients sur un long terme. Et quoi de plus parlant que l'adénome exudatif, qui est la pathologie chronique qui justifie le traitement itératif, long terme, traitement itératif qui demande des examens de surveillance assez sensibles, reproductifs, répétitifs. Et l'OCT, que ce soit BSCAN ou CSCAN, est assez contributif. L'OCT-angiographie est complémentaire au CT-BSCAN parce qu'il permet d'associer qualitativité et quantitativité. Un exemple de ce patient qui, traité sur OCT-BSCAN, montrait des cartographies d'épaisseur avec des cartographies rouges, donc d'épaississement justifiant de traitement, des cartographies plus claires, moins de traitement. On voit en OCT-BSCAN qu'il n'y a pas de différence très importante, sauf que ce sont dans des cas où le déclenchement des épithéliums pigmentaires endovasculaires est marqué avec un aspect grisé. Vous voyez que l'entonnoir fovelaire n'est pas entamé, n'est pas altéré. Les coupes en flux montrent des flux néovasculaires sur ce bord nasal de cette patiente qui avait une atteinte du deuxième œil. Et c'est en angiographie qu'on voit les vraies différences de structure néovasculaire sur une forme néovasculaire importante du début de sa pathologie, avec un arbre nourricier, un vaisseau nourricier, et petit à petit, une diminution des vaisseaux afférents, désorganisation et une diminution de la taille du vaisseau qui est quasi remodélisé, qui a un sizing, une taille différente, une perfusion différente, une taille différente. Et c'est en combinant les deux qu'on arrive à dire, dans certains cas, le néo-vaisseau se rétracte, le néo-vaisseau régresse, le néo-vaisseau involue, le néo-vaisseau répond au traitement. D'autres cas plus sensibles où l'OCT-angiographie comparative et répétitive permet de voir des petites différences. Et ces patients qui avaient une OCT-angiographie stable, c'est un examen comparatif qu'on a vu une boucle néovasculaire apparaître. Et donc, on voit dans ces formes d'imagerie une extension de la néovascularisation, de l'arborescence qui témoigne d'une poussée exudative le plus souvent qui va justifier d'une prise en charge thérapeutique. L'OCT en jeu, c'est un OCT qui permet aussi de mesurer des volumes et des espaces néovasculaires. Et par exemple, ces cas colorisés de néovaisseaux comparatifs et qui montrent qu'en millimètres carrés, la surface diminue dans le temps, surface qui permet de quantifier et de considérer qu'à un volume donné, la maladie a tendance à régresser et donc notamment l'acuité visuelle s'améliore, l'épaisseur maculaire diminue, mais dorénavant, la surface lésionnelle colorisée et reconstruite diminue. L'OCT-angiographie permet aussi de réaliser un vrai morphing et donc on superpose toutes ces images que je vous ai montrées. On peut montrer à un patient la transformation lente et progressive d'un vaisseau qui, je vous repasse le film, a commencé avec une arborescence en delta assez large et qui a diminué. On voit les terminaisons vasculaires régresser sous anti-VEGF doucement mais sûrement et laisser un arbre néovasculaire pauvre et non exudatif chez cette patiente que je vous ai montrée. En OCT1, on peut faire aussi de l'imagerie dynamique et donc faire un morphing de ces néovaisseaux sur des films en 3 dimensions et voir comment ils évoluent petit à petit et diminuent en volume et en épaisseur. La cartographie est 3D, mais pour l'instant, la modélisation 3D pose des problèmes de quantité de mémoire, mais elle est en cours et elle permettra dorénavant d'avoir un volume encore plus précis de ces néovaisseaux. Si on revient à la 2D de ces types d'OCT en géographie, on arrive à distinguer des formes totalement différentes dorénavant. L'exemple, chez ce patient atteint d'une lésion maculaire bilatérale, son œil droit avait une lésion jaunâtre extensive assez importante avec une acuité visuelle assez faible. En géographie, montrait des extensions et des diffusions de ce vaisseau qui emportaient quasiment toute la zone maculaire et paramaculaire avec une acuité visuelle très faible, alors que son deuxième œil présentait une lésion, semble-t-il, plus grande, mais plus hémorragique, où l'autofluorescence montrait la différence d'atteinte
C'est à l'OCT angiographie et l'OCT BESCAN et CESCAN qu'on a commencé à articuler des différences d'étapes et de stades de cette maladie. À droite, à gauche pour l'écran, un nos vaisseau hypereffectif en avant lithium pigmentaire qui semble plutôt récent et qui n'a pas encore altéré totalement la couche ellipsoïde et donc qui n'a pas déclenché l'atrophie, l'apoptose et la mort cellulaire des cônes et des bâtonnets à cet endroit. Et par contre, de l'autre côté, une dépression foveolaire qui est plus creusée, un choroïde plus aminci, un faisceau d'OCT qui peut être mieux et un vaisseau qui semble moins épais, moins dense, avec une absence de visualisation de la couche ellipsoïde. Et donc, c'est en OCT angiographie qu'on construit deux types de néovaisseaux qu'il faut que vous reteniez dans votre mémoire, des vaisseaux connectés non matures avec des arcades anastomotiques qui est plutôt l'imagerie type d'un vaisseau dit actide. On voit les arcades anastomotiques, on voit une densification périphérique, en particulier ces abords latéraux, on voit très bien, alors que de l'autre côté, l'aspect est en arbre mort, un peu comme un arbre à l'automne qui a perdu toutes ses feuilles. Et cet aspect en arbre mort sans connexion entre les différentes branches, sans interconnexion, sont plutôt des vaisseaux anciens, morts ou non actifs, immatures, plutôt matures dans le sens de la non-dessudation et dont l'intérêt des anti-VEGF est faible, et donc avec un pronostic différent. L'OCT permet une analyse fine sur ces champs périphériques, champs centraux, mais également sur des champs périphériques. Et on avait l'habitude de penser que l'OCT était réservé à des lésions maculaires de petite taille avec 15 degrés maximum, une résolution 20 x 20 et 512 nombres de BESCAN. Et petit à petit, on arrive à aller étudier des champs plus larges jusqu'à 35, 45, voire 55 degrés. Et voici les cas typiques de nos vaisseaux de grande taille qu'on rencontre parfois qui dépassent ces périmètres-là et qui sont reconstruits sur des champs plus larges. Dorénavant, l'OCT angiographie est un examen assez fiable et reproductif pour documenter un vaisseau de grande taille de l'ensemble du pôle postérieur. Elle permet également d'aller au-delà dans des analyses mosaïques. Patient œil gauche atteint d'un glaucome chronique avec une occlusion de branche supéro-papillaire qui va bénéficier d'une angiographie à la fluorescine, qui va sectoriser sur un croisement pathologique une zone ischémique non perfusée d'occlusion veineuse avec des territoires de microanévrisme et de shunt ainsi que des hémorragies hypofluorescentes. Description classique. On a tenté de construire l'image en OCT angiographie. On voit qu'elle est totalement superposable sur une seule coupe 35 degrés et donc elle permet dorénavant d'aller au-delà des arcades anastomotiques et on voit que la mosaïque s'étend, s'étend, s'étend et elle est dorénavant à 55 degrés, voire plus, puisqu'on arrive à faire quasiment pas de différence entre deux imageries. À gauche, celle de l'OCT angiographie d'une occlusion veineuse, à droite, celle d'une angiographie d'occlusion veineuse. Alors, au détail près, ce territoire ischémique est plus net et plus visible en angiographie, là où il est moins visible parce que l'OCT angiographie nous demande de segmenter et donc de faire la différence entre des territoires ischémiques, des plexus superficiels, intermédiaires et profonds. Là, en l'angiographie, vous donnez une image en 2D, donc superposer toutes ces couches, et donc vous aviez ischémie, si ischémie, quelle que soit la couche atteinte. En OCT angiographie, si vous avez une ischémie du segment interne, il faut segmenter dans les segments internes. Si le segment externe n'a rien, il ne vous donnera aucune information. Donc, il faut chercher le segment atteint, et donc il faut aller chercher la zone qui vous intéresse. L'OCT angiographie s'élargit, donc je vous montre jusqu'où on peut partir. On peut partir sur des OCT angiographie qui vont dorénavant dépasser les 100 degrés. Ceci est un photomontage, et donc c'est plusieurs champs de 45-50 degrés qui ont été associés sur une mosaïque. Ceci prend du temps, mais ceci est possible. Ceci est un examen non invasif qui peut remplacer angiographie dans certains cas. Les machines seront plus rapides, les algorithmes seront plus rapides, l'acquisition sera plus fiable et il arrivera un jour où on pourra faire ce type d'image en moins de 10 secondes. Actuellement, cela prend du temps d'orthoptie, de montage, cela prend du temps pour l'acquisition, mais cela est possible et donne des imageries assez larges. L'OCT angiographie grand champ n'arrive pas encore à dépasser ces angiographies grand champ qui sont incontournables dans l'imagerie des pathologies ayant une atteinte périphérique. Et l'exemple le plus typique est celui de la rétinopathie diabétique. À gauche, une rétinopathie diabétique, l'image de gauche, proliférant chez un patient jeune, un seul cliché
en 102 degrés ultra wide field du spectraliste permet de voir non seulement le stade de la rétinopathie, les territoires ischémiques, mais la localisation des vaisseaux. À droite, après PPR, une seule image permet de montrer que la PPR est quasi complète, avec 2 reliquats néovasculaires en voie d'infarcissement. L'autre œil contralatéral avait été également traité. On voit très bien que la contribution, l'angiographie grand champ à la fluorescine dans des lésions périphériques, dans la rétinopathie diabétique, est un examen simple, certes invasif, certes reproductive, en même temps qui donne une réponse claire à une question précise, celle de la PPR efficace ou inefficace, celle de la PPR incomplète ou complète. Pour ceux qui se posent la question, et on vous a traité déjà le dossier ces derniers jours sur la maculopathie diabétique, l'OCT-angiographie et l'angiographie se battent pour la périphérie, mais la sensibilité angiographie est supérieure dans la zone maculaire. On voit très bien des microanévrises nettement visibles en angiographie, en flèche pleine ou en flèche non pleine, et certains en angiographie ne pas apparaître clairement dans la bonne segmentation. La sensibilité de l'OCT-angiographie reste inférieure que l'angiographie dans la quantification des micro-anévrismes et micro-anomalies maculaires. On voit certes des amires, on peut certes voir des néovaisseaux, mais si vous voulez quantifier les micro-anévrismes et voir s'ils sont en diminution ou en augmentation, l'angiographie centrale de haute qualité reste la plus sensible dans la maculopathie diabétique. Et pour revenir à cet outil qui est dans cette angiographie, certes, c'est un appareil d'imagerie, certes, il est reproductible, il permet un suivi 2D, 3D, quantifié. Il permet aussi assez rapidement de surveiller des cas particuliers de traitement. Pour citer cet exemple d'un patient qui avait un néovaisseau maculaire de DMLA avec un arbre nourricier, un vaisseau nourricier qui partait d'un point qu'on avait identifié et sur lequel on avait fait des anti-VEGF avec des résultats qui étaient assez pauvres, 1/10. Ces 2 troncs nourriciers documentés par l'étoile jaune ont été traités comme ce traitement des feeder vessels, traitement des vaisseaux nourriciers ICG guidés. Là, on s'est servi de l'OCT-A comme un OCT-K guidant le laser, la photocoagulation. Et cette image a été faite 5 minutes avant la photocoagulation. Celle-ci a été faite 5 minutes après la photocoagulation. L'OCT-angiographie avant et après montre qu'à l'instant post la photocoagulation, le néovaisseau est occlus, le néovaisseau n'est plus perfusé et donc on arrive à le fermer. C'est grâce à l'OCT-angiographie qu'on voit des nettetés néovasculaires assez importantes, ces arborescences assez nettes et ces évolutions thérapeutiques. Voilà l'image résumée OCT-angiographie avant et après traitement, alors que le OCT BESCAN ne montre pas toujours de différences significatives puisque l'aspect grisé, le DSR ou le DEP ne vont se résorber que très lentement. Outil qui guide le diagnostic. Pour aller un peu plus loin, les coupes BESCAN qu'on a l'habitude de faire chez vos patients peuvent être faites à 6 mm, 12 mm, 15 mm. Et on voit que chez le myope, on a besoin de coupes assez larges parce qu'ils sont souvent au sein d'un staphylome du pôle postérieur avec une convexité importante, en particulier dans les staphylomes de grade 1 de Curtin, grade 1 ou 2, ceux qui envahissent la zone interpapillomaculaire. Et donc, grâce à l'OCT spectraliste, pour ne pas le citer, on arrive à avoir des coupes de plus en plus larges qui vont dépasser les 3 champs 55 degrés, elles font quasiment 20 mm. Elles ont tendance à aller aussi parfois chercher des clichés plus larges à 60 mm. Et dorénavant, on a envie de reproduire ce que font nos IRM injectés ou pas injectés, des globes oculaires. On a l'habitude de faire ce type d'examen pour des bilans de neuropathie avec l'IRM cérébro-orbitaire. On voit très bien ici le contournement du globe, où on imagine la rétine tapissant à l'intérieur du globe. Et bien avec un OCT périphérique couplé à un OCT du segment antérieur de type antérion, on peut construire un OCT de l'œil, de l'aura jusqu'au pôle postérieur. C'est une construction avec des images superposées et associées, mais qui donne une tendance dans certains cas et qui permet parfois de donner des informations sur les insertions des droits latéraux chez ce patient. Image quasi plus physiologique et quasi plus anatomique que l'IRM chez cette patiente. L'OCT peut être fait pour des patients normaux et on a essayé de le faire chez des patients pathologiques. Et voilà, l'image d'un OCT de l'œil. OCT de l'œil, c'est une imagerie nouvelle chez un patient qui avait une atrophie du pôle postérieur. Et on voit l'atrophie et la coupe qui passe à l'équateur, qui va jusqu'à la chambre antérieure avec un angle ouvert, une profondeur de chambre antérieure normale
un iris physiologique. À l'inverse, un patient qui avait un hémangiome choroïdien assez large du pôle postérieur et qui montrait l'hémangiome connecté à des zones de coulée latérales, qu'elles soient temporale supérieure ici ou nasale inférieure. Et donc, on arrive à avoir une extension assez importante. On passe par le nerf optique, on passe par le zone de décamance rétinien, on a la masse choroïdienne de l'hémangiome choroïdien et ses coulées latérales. Et donc, on arrive à montrer l'extension et l'atteinte en volume des lésions exudatives du pôle postérieur. Ça peut bien évidemment se faire dans une lésion comme un dégorgement de rétine, une déchirure périphérique, mais ces imageries étant difficilement réalisables, il faut les associer à des mosaïques. Pour l'exemple, ici, ce patient avait une petite déchirure en périphérie qui a été documentée par un OCT BSCAN latéral. Cette conclusion d'imagerie, alors j'ai mis imagerie OCT parce que je mets en avant l'OCT. L'imagerie multimodale, c'est les rétinographies du fond d'œil, qu'elles soient de petits champs ou grands champs. Je n'ai pas fait une conférence sur les rétinographes grands champs non mydriatiques, mais il faudrait un temps plus important pour en parler. La multimodalité dans l'imagerie rétinienne, que ce soit les pathologies OCT, rétinographie, plus ou moins angiographie, et OCT A et B scan. L'outil incontournable en consultation de rétine médicale, il y a l'aspect quantitatif et quantitatif qui joue dorénavant. Ça modifie, ça corrige certains diagnostics et ça aide à mieux traiter nos cas de rétine médicale, non seulement la DRL exudative, mais également les vasculopathies polypoïdales, les nodestaux, les myopes, bien encore d'autres pathologies comme les hémangiomes que je vous ai cités. Et voici donc les idées principales de cette conférence. Merci à vous tous pour votre attention.